C'est-à-dire que le café sera de mieux en mieux. Il est de mieux en mieux préparé parce que les baristas font un travail formidable depuis 30 ans et c'est presque eux qui ont commencé à initier cette révolution du café de spécialité. La mentalité de l'arbre à café, l'ADN, ce pourquoi on se lève le matin, c'est de faire les meilleurs cafés gustativement, socialement, environnementalement. Ce que l'on voit, c'est qu'en France, il y a une vraie fêlure narcissique avec le café. Et c'est tellement beau de se réveiller en faisant un geste d'attention, en plus qu'on va partager, qu'on va offrir. On est plus focus sur le produit café que sur la préparation, l'extraction, le service. Et qu'on pense qu'effectivement que tout commence par la base et par l'agriculture. Merci de prendre le temps de discuter avec moi. Merci à toi de cette invitation. Ouais, très bien. Donc on est sur le podcast Le Bon Vivant. L'idée c'est de parler de bonnes choses, de bons produits, et donc aujourd'hui de café de spécialité. C'est pour ça que nous avons ici Hippolyte, qui a fondé l'Arbre à Café en 2009, et qui a dans le passé été aussi prof d'histoire, qui a fait pas mal de choses, et donc qui a la passion de transmettre, de faire découvrir, et la passion aussi des bonnes choses. Et donc j'ai une première question pour commencer doucement, c'est comment est-ce que tu bois ton café ? Le matin, la journée, etc. Alors je bois pas mon café, je bois beaucoup de café, évidemment, je les déguste ou je les partage. Donc je les bois souvent, pratiquement toujours avec quelqu'un. Pour moi le café, c'est une boisson de partage, vraiment. C'est ce qu'on appelle une boisson verticale, de sociabilité, de prise de contact. Il y a beaucoup d'écrivains comme Michelet qui parlent et Balzac qui parlent justement de la fonction du café, de mettre la machine en route, le moteur, de libérer justement la langue, la sociabilité. Et est-ce que tu penses que le café que Balzac buvait, c'était un bon café de spécialité, ou c'était un café qui a un goût un peu différent du café qu'on peut retrouver à l'Arbre à Café ? Il n'y a aucune chance que ce soit un café comparable à celui d'aujourd'hui, parce que c'est un café d'hier. À l'Arbre à Café, en plus, on fait le café de demain dès aujourd'hui. Donc, tu vois, il y a 3 temps, une chronologie en 3 étapes. Ça peut pas être un café de spécialité non plus, parce que le café dit de spécialité a été inventé bien après, à la fin du siècle dernier. Et est-ce qu'il était bon ? Il était sans aucun doute bon, puisqu'il l'appréciait et il en buvait 40 tasses par jour. Donc, c'est à la fin, ça doit être un petit peu compliqué. C'est qu'en tout cas, il lui convenait. Je sais qu'il faisait un mix, notamment avec le bourbon pointu, qui est peu caféiné, donc peut-être ce qui expliquerait justement cette forte propension à en boire. Donc c'était de l'arabica, globalement, ce qu'il buvait à l'époque, ou ça pouvait être arabica ou robusta ? Non, ça pouvait être les deux, mais c'était, à l'époque en France, c'était une dominante d'arabica, effectivement. Notamment de Haïti et de la Réunion, et puis au fur et à mesure d'Amérique latine. Ok, donc Haïti et Réunion, c'est de par l'histoire coloniale, c'est ça ? Okay. Alors le café, c'est une plante coloniale, il faut le savoir. Et c'est pour ça qu'il y a eu, pendant très très longtemps, une rupture entre les pays de la tasse et les pays de la plante, qui était une rupture nord-sud, tout simplement, avec 2 exceptions notables, que sont l'Éthiopie et la Colombie, qui le sont encore aujourd'hui, mais qui sont des consommateurs historiques de café. Donc c'était quoi ? C'était l'Éthiopie et la Colombie. Et la Colombie, qui en a fait vraiment son produit national, cette fierté anti-gringo, j'ai le terme italien de contraposition, donc d'opposition, on va dire, par rapport au Brésil et par rapport justement aux alliances avec les États-Unis. Chasse gardée des États-Unis sur le continent américain. Et c'est pour ça que la Colombie a tout de suite misé sur la qualité, avec cette figure, Juan Valdez. C'est quoi ça ? Juan Valdez, c'est la figure emblématique du café. C'en est devenu une marque de café, mais c'est ce qui a été repris par une fameuse maison de café en France. C'était le Gringo qui allait, le Gringo justement, c'était le beau sourire ultra bright qui allait dans les plantations et qui offrait le meilleur du café. D'accord. Donc c'est l'adaptation de il est bon ton café Gringo. D'accord. Et Juan Valdez, c'est ce sourire absolument incroyable, ce bel âtre. Et est-ce que c'est pas le même symbole qu'on va retrouver avec Georges Clooney et la pub Nespresso, le What Else c'est la même typologie, c'est ça qui est assez intéressant, c'est la même typologie.
Georges Clooney, vous voyez, effectivement, c'est pas un Irlandais, c'est pas un tout blanc, Non. tout blanc, pâle. C'est quelqu'un qui rappelle plutôt le Sud, effectivement, donc cette chaleur. Et puis cette même sourire, cette même coiffure qu'on peut avoir dans Juan Valdez. Le Juan Valdez était le symbole du café avec identité et du café de petits producteurs de qualité. Alors, on a accompagné le sourcing, donc on a donné un visage en fait au café. D'accord. Alors que jusqu'à maintenant c'était du flux et c'était simplement du café qui est arrivé au milieu d'une origine qui s'appelait Santos, qui s'appelle toujours Santos d'ailleurs, et qui est un port industriel. Donc c'était un café sans identité. Et on voit bien que le Brésil, encore aujourd'hui, a un peu de mal à donner de l'identité à son café. Non, c'est sûr. Mais du coup, quand on va penser aux pays qui vont produire du café de très très bonne qualité, c'est quoi un peu les pays qui reviennent parce que, en gros, j'ai pas mal entendu parler des cafés du Panama, qui sont très réputés, avec la ferme Finca Deborah de Jameson Savage. Et est-ce qu'il y a d'autres pays? Qu'est-ce qui sort un petit peu? Quels sont les... Alors, à l'Arbre à Café, on a un point de vue qui est très simple là-dessus, qui vient du monde du vin. On dit il n'y a pas de mauvais vin, il n'y a que des mauvais vignerons. D'accord. Voilà. Donc, en fait, on est en capacité de produire du bon café partout. Ensuite, c'est qu'est-ce que le bon? Et qu'est-ce que le bon dans le café? Et là, ça va dépendre des points de vue. Et puis, il y a effectivement des grammaires internationales qui font que on va s'entendre sur le bon, objectivement, avec, c'est ce qu'a fait justement le café de spécialité. Ok, il y a des défauts, on se met d'accord sur les défauts, mais on peut aimer les défauts. Par exemple, les Arabes adorent un défaut majeur qui s'appelle le Rio. Rioté, et on produit du café avec ce défaut. C'est quoi le rioté? Ça serait une forme d'amertume? Non, c'est une déviance fermentaire, en fait, qui, on dit qui était liée au transport à voile, etc. Mais aujourd'hui, quand vous prenez du café turc, vous voyez, il est toujours beaucoup plus clair, même s'il est très torréfié. Il a un côté un peu ocre, cuivre. D'accord. Et donc c'est ça le Rio, c'est ça. C'est un défaut majeur, mais qui donne ce côté un petit peu phénol, assez intéressant, épicé. Et ensuite, on va rajouter les épices, etc. Et donc, on peut pas dire à un arabe, ben non, mais ce que tu bois, c'est un défaut, c'est pas le problème. De toute façon, au niveau du goût, si une personne apprécie ce qu'elle boit, pourquoi est-ce qu'on va juger si ce qu'elle boit, c'est mauvais ou pas? Mais en revanche, on va évaluer et la seule solution, c'est d'être conscient de sa propre culture et de sa propre puissance, justement, d'évaluation et d'appréciation d'un bien. Voilà. D'accord. On peut ne pas apprécier le Rio, effectivement, et dire que c'est un défaut, sans problème. Ça ne veut pas dire qu'on délégitime ce que boit l'autre et dire c'est inintéressant, ça c'est une fermeture de l'esprit. Mais effectivement, quand on pense à défaut, on va se dire qu'un défaut c'est quelque chose qui est censé être mauvais. Parce que sinon, ça voudrait dire que de sublimer un peu les défauts, de dire ah non, le défaut ça peut être bon. Et du coup, la grande question c'est comment est-ce qu'on évalue le café? Alors, comment est-ce qu'on les gens qui ne sont pas forcément très au courant, ou plutôt ceux qui découvrent un petit peu le café? Alors, je reviens à la question justement sur les origines, si tu veux, sur où est-ce qu'on fait du bon café. On est en capacité, surtout aujourd'hui et de plus en plus, c'est la très bonne nouvelle, c'est-à-dire que le café sera de mieux en mieux. Il est de mieux en mieux préparé parce que les baristas font un travail formidable depuis 30 ans et c'est presque eux qui ont commencé à initier cette révolution du café de spécialité. Et là, ce qu'on voit, c'est que ça atteint le niveau de la fermentation, donc de ce qu'on appelle le traitement post-récolte. Nous, à l'Arbre à Café, on travaille sur la récolte, sur la culture, l'agriculture. Mais au niveau de la récolte, donc le café il est fermenté. On prend des cerises de café, donc c'est le fruit de l'arbre qui s'appelle le caféier, et qui ressemble à une meurise, à une érelle un petit peu plus grosse, à je sais pas, le fruit de l'argousier, etc. Un fruit sauvage. C'est quoi, une petite cerise, quoi, C'est une petite cerise de la taille un peu plus fin, un peu plus petit qu'un raisin, par exemple. Sauf que c'est un noyau. Alors, il n'y a que des noyaux dedans, 2 noyaux qui s'appellent des grains et qui donnent justement le café une fois qu'il est cuit. Donc du coup c'est les grains de café qu'on a ici. Et là on est en train de boire des ice cascara. Et donc la cascara c'est la pulpe de cette cerise. C'est la peau. La peau. Puisque le café est un fruit
la cerise de café est un fruit, un noyau. Il y a très peu de pulpe et de mucilage. Ok, donc C'est pour ça que c'est tout dur. Pulpe, quoi. Voilà. Ok, très Et c'est pour ça que, quitte à manger une cerise de café, on s'est dit, on va manger ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire des La grains, graine. tout simplement. Donc aujourd'hui, il y a effectivement le Panama qui est au sommet mondial. Ça va durer encore 10 ans. Et puis avec le réchauffement climatique, ils vont avoir de sérieux problèmes, d'autant qu'ils ne peuvent pas monter en altitude, parce que, alors qu'ils sont déjà à très haute altitude. C'est combien à peu près très haut? C'est jusqu'à 1900 mètres aujourd'hui. Ok. D'accord, Finca Deborah, Finca Elida, qui sont les plus hautes. Mais il y a une réserve naturelle qui protège justement tout le sommet du volcan Barú sur lequel ils sont. Donc le Panama, la Colombie, qui est sans aucun doute le meilleur aujourd'hui encore, la meilleure qualité moyenne du café. L'Éthiopie, qui ne cesse de monter en puissance, c'est absolument génial, incroyable. La qualité des cafés éthiopiens, c'est tous les ans, c'est waouh, on se dit, c'est extraordinaire. Et puis, il y a des cafés qui ont déjà un niveau qui a pu s'essouffler ou pas, mais comme le Costa Rica, le Honduras, qui fait une révolution qualitative, le Pérou, évidemment, la Bolivie, l'Équateur. Et du coup, le Pérou, parce que vous avez l'arbre à café, une ferme au Pérou, c'est ça, qui s'appelle la Finca Mariposa, c'est ça? Mariposa, ça veut dire le papillon, parce qu'il y a plein de morphos. Les morphos, c'est le gros papillon bleu là-bas. D'accord. Et du coup, avec cette ferme, c'est quoi un peu le plan, l'objectif? Qu'est-ce que vous cherchez à faire de cette ferme, en fait? C'est-à-dire, quelles sont les ambitions? Alors, les ambitions, c'est de faire l'un des tout meilleurs cafés qui soit, évidemment. Comment on fait, et de le faire selon l'idée de l'arbre à café et la mentalité de l'arbre à café, l'ADN, ce pourquoi on se lève le matin, c'est de faire les meilleurs cafés gustativement, socialement, environnementalement. Okay. Et donc, ça faisait 10 ans qu'on faisait du consulting auprès des planteurs pour leur dire non, mais il faut faire comme ça, mais voyons, c'est pas possible, enfin, mais comment ça? J'imagine que quand on est producteur et qu'il y a une personne qui n'a pas forcément de ferme, on peut se poser la question de la légitimité de donner des conseils sans avoir l'expérience. Oui, ça c'est toujours comme ça, mais en fait c'est la base du consultant. On voit bien qu'un consultant, il est très utile, sinon il n'y en aurait plus aujourd'hui. Malgré tous les scandales qu'on voit avec les scandales d'État, là. Mais c'est en fait tout simplement des experts qui viennent regarder une situation à un moment T et proposer et faire des recommandations. Voilà. Ouais. Et donc avec leur savoir, avec leur expertise. Et avec l'œil un peu nouveau. Complètement, décalé, objectivé. Et du coup, si le producteur veut simplement un miroir d'un producteur, effectivement, il ne prend pas de consultant. C'est la règle du jeu, voilà. Donc nous, on voulait montrer aussi que c'était possible de le faire par nous-mêmes et surtout from scratch, c'est-à-dire ex nihilo. On a acheté un terrain. Il n'y avait rien sur le terrain. Rien du tout. Et donc vous avez fait quoi? Enfin rien du tout. C'était du pâturage et puis une pseudo-forêt d'eucalyptus avec une forêt primaire ou naturelle au centre qu'on a complètement conservée. Ok, mais du coup, on achète ce terrain. Ouais. Comment ça se passe pour faire pousser une ferme avec des caféiers et de produire du bon café? Combien de temps ça prend? Qu'est-ce qu'il faut planter? Genre un peu les grandes étapes. Ouais, les grandes étapes, c'est, vous savez, quand on regarde les entreprises ou les organisations, on dit, et c'est la Coupe du Monde en ce moment, vous voyez bien que la première chose qui compte, c'est les hommes. Ouais. Voilà. Okay. Donc c'est l'équipe. Donc il faut trouver des bonnes personnes sur place. Exactement. Vous pouvez prendre les meilleurs joueurs du monde comme les Belges, ok. S'il n'y a pas l'équipe, s'il n'y a pas les hommes, c'est-à-dire cette solidarité, cette organisation, cet engagement, il se passera rien du tout. Et comment on les trouve? Et donc nous, on avait trois critères principaux. On voulait qu'il y ait de l'altitude. Avec le réchauffement climatique, on voulait vraiment aller le plus haut possible. On voulait effectivement avoir des partenaires fiables sur place, de confiance, puisqu'on est très très loin. Et puis on voulait que ce soit un pays qui soit déjà organisé, qui ait déjà une filière du café, pour pas se rajouter une difficulté supplémentaire. On est à regarder au Panama, horriblement cher, des gens de confiance, c'est très compliqué parce qu'il y a une concurrence absolument incroyable entre les fermiers justement pour avoir des personnes sur place. Mais du coup, vous avez à l'arbre à café, vous travaillez avec Jamison Savage, donc qui est un producteur, un agriculteur qui est très renommé dans le café, avec du très bon café de Geisha, etc. Et est-ce que le fait d'avoir un partenariat avec
avec Jameson Savage, ça n'aide pas à trouver un terrain au Panama et à trouver des hommes de confiance? Si, on nous a proposé même d'investir avec Jamieson et avec d'autres. Ouais. Mais justement, quand on y retourne, j'y suis allé peut-être plus d'une dizaine de fois au Panama. Ouais. C'est qu'on voit bien les expériences des uns et des autres. Il y a Toby Estate, par exemple. Toby, qui est un grand torréfacteur australien, alors c'est loin, le Panama, c'est encore plus loin que pour nous, mais qui a acheté une ferme et ça a été un enfer. William Booth a des fermes, il y va très régulièrement, mais avant de produire un fruit, il a mis 8 ans. Ah oui, putain, Donc ça fait c'est extrêmement long. Nous, on n'avait pas cette possibilité-là. Et du coup, la ferme que vous avez, vous l'avez achetée quoi, en 2018, c'est ça, si je dis pas de bêtises? Décembre 2018. Décembre 2018, quasiment 2019. Ouais. Et donc, de ce que j'ai compris, vous avez eu la première récolte cette année. Tout à fait. Et est-ce que vous avez commercialisé le café ou pas encore? Non, il est sur le bateau. D'accord, donc il est en route. Le temps qu'il arrive, quoi. Voilà, donc ce sera fin du mois de janvier. Et la récolte est absolument elle est meilleure que ce qu'on imaginait. Ah ouais? C'est génial. Et c'est quoi les variétés, Alors, pour revenir à la question justement de comment est-ce qu'on plante une plantation, comment est-ce qu'on commence une plantation, on s'appuie sur des hommes, effectivement, sur des capacités, sur un terroir d'élection. Donc nous, on a choisi effectivement un terroir à 1900 mètres et qui était vierge de toute culture. Pour pouvoir faire une agriculture biologique et biodynamique immédiatement. Donc vous voyez, on est en bio aujourd'hui et on est labellisé biodynamie en juin prochain, parce que justement on aura fait ces 3 ans from scratch. Et du coup, pour clarifier, biodynamique, c'est quoi, à quoi ça correspond? La biodynamie, c'est très simple, on parle souvent de l'agriculture biologique. Ouais. Or, il n'y a pas une agriculture biologique, mais il y a des milliers, des centaines, des dizaines d'agricultures. Donc, en fait, le monde, il est évidemment pluriel, parce qu'il y a plein de façons différentes de le faire. Alors, on entend agroécologie, permaculture, etc., etc. Il y a des grammaires, des différentes agricultures qui ont été essayées et dont les principes ont été posés. On voudrait, en bon français, les opposer ou les rendre exclusives l'une de l'autre. Ah, si tu fais ça, alors t'es pas ça, etc., etc. Chacun la réalité, c'est qu'on a des outils et on va piocher dans ces outils. Mais ces outils, ils viennent d'une certaine vision, évidemment. Donc la permaculture, c'est justement de créer le maximum de synergie entre les plantes, de multiplier les fonctions entre les plantes pour créer quelque chose de positif au final. La biodynamie, elle est fondée sur des préparats, c'est-à-dire comme des engrais, si vous voulez, mais que vous faites vous-même in situ en mélangeant les règnes animal et végétal. Et donc, en gros, ça veut dire de mélanger, par exemple, le caféier avec... Non, ça va être de mélanger, par exemple, de la mousse de vache, ou des excréments, avec des plantes, et puis avec des parties d'animaux, par exemple la corde, qui est un grand classique dans la biodynamie. Donc vous êtes dans une logique qui est analogique et pas déductive. Et vous allez, je vous prends un exemple, par exemple, il y en a une qui est l'une des plus connues, c'est la 500, elles ont des numéros. La 501, c'est justement une... Ça, c'est pas un jean Levi's. Non, exactement. C'est la 501, c'est un préparat ou une préparation biodynamique. Ça va fonctionner de la façon suivante. Je vais piler du quartz. D'accord, du quartz. Mais parfois, ça va être une autre pierre. D'accord. Mais, bref. À l'origine, on a fait avec du quartz et on continue comme ça. Mais il y a plein d'essais pour utiliser. Du coup, en gros, c'est de piler du quartz et de le mettre dans la terre. De le mettre dans des cordes. Dans des cordes. Et dans la terre, ou au contraire, à la lumière. Et on va dire que ce quartz, il va emmagasiner de la lumière, il va emmagasiner ce que les biodynamistes appellent des forces, soit telluriques, soit au contraire solaires, célestes. D'accord ? Et ensuite, on va mettre quelques grammes de cette potion qu'on appelle un préparat. D'accord. On va le mettre dans l'eau qu'on dynamise. Alors c'est très simple, physiquement en fait on remue de l'eau. Donc si vous remuez un corps avec des particules, eh bien vous chauffez évidemment, vous créez de l'énergie.
C'est la physique de base. Ce dont on s'est aperçu, c'est qu'effectivement, quand on dynamise de l'eau, ça concentre, ça potentialise les choses, puisque vous créez de l'énergie. Vous voyez ? Et du coup, si je comprends bien, Ouais. donc en gros, ça va permettre d'avoir une eau avec une composition particulière Oui. qui est favorable au fait que le caféier il pousse Alors, dans les vous meilleures allez conditions. prendre cette eau, vous la dynamisez, et vous rajoutez justement un peu de 501, donc de cette poudre que certains diraient de perlimpinpin. Ok. Le perlimpinpin est quand même super efficace, surtout avec la 501. Et ensuite, vous l'aspergez sur les feuilles. Ok. Et c'est comme si vous mettiez des millions de petits miroirs sur les feuilles. Ça, c'est une vision, vous voyez, très pragmatique de la chose. J'ai pilé du quartz. Ouais. Je lui ai fait emmagasiner de la lumière pendant X temps au soleil, et pendant l'été, on va dire, pendant la période printemps-été, dans la période de lumière et chaleur, et puis je vais le diffuser sur les feuilles. Et du coup, bam, la photosynthèse va complètement exploser. Ok. En été, ouais, dès qu'il y a de la lumière. Ou même en hiver. Et il y a toujours de la lumière, surtout dans les pays tropicaux. Oui, c'est vrai. Okay. Effectivement, il n'y a pas une alternance. Mais ensuite, c'est la richesse de la biodynamie, et ce que certains appellent ésotérique, comme si c'était un gros mot d'ailleurs, mais bon. Il y a une lecture symbolique aussi, il y a une lecture de force, de puissance éthérique, etc., qui fait que, en fait, on est fait d'autre chose que simplement de physique pure. Vous voyez, entre vous et moi, on aurait pu s'asseoir là et pas se sentir du tout. Ou au contraire, dire waouh, j'ai l'impression d'avoir toujours connu, vous voyez, et de me rapprocher, ou d'être tout simplement bien directement. Oui. Est-ce que c'est physique ça? Eh ben oui, on va dire, ben oui, c'est quasi biologique, c'est une présence à l'autre, une forme de conscience. Mais comment est-ce que c'est? Et comment est-ce qu'on se sent là tous les deux, vous voyez? Avec nos sens. Ouais, en physique, on va pas tout à fait l'expliquer, ou en biologie, on va pas tout expliquer, mais pourtant, il y a un espace qui se crée entre nous deux. La biodynamie va travailler un petit peu là-dessus aussi, en plus de travailler sur les aspects physiques. Donc c'est un petit peu, on a l'habitude d'appeler ça un bio plus. C'est plus approfondi. On se retient, la bio, elle a été construite versus le conventionnel. Alors que c'est le conventionnel qui s'est évidemment construit versus les agricultures bio. Mais la biologie, c'est on s'abstient d'utiliser certains produits, certains intrants. Alors, en biodynamie et dans plein d'agricultures, on va effectivement créer nous-mêmes des engrais et faire beaucoup de choses. Donc ça demande beaucoup de main-d'œuvre, ça demande beaucoup d'implication, évidemment. Et du coup, dans la ferme que vous avez, il y a combien de personnes à peu près qui travaillent là-bas? Alors là, on est encore en phase de plantation, on est 17. Et puis à peine la phase de plantation finira, on sera plutôt entre 12 et 14. Très bien. Et ça permettra de faire tourner la ferme toute l'année. Tout à fait. Les récoltes, etc. Ouais. Et du coup, une question, c'est quelles sont les variétés de café Alors nous, on a voulu mélanger différentes variétés de café, différents niveaux de variétés de café. On a, si je puis dire, on pourrait classer les variétés de café, je le fais là en direct, de façon très spontanée, en quatre grandes catégories. Ouais. La première, ce serait ce qu'on a appelé malheureusement les variétés pures, c'est-à-dire des variétés issues des pieds pris au Yémen et puis en Inde par les Français et les Hollandais, et à la Réunion, donc qui s'appelle le Typica et le Bourbon. Ce Typica et le Bourbon, ils ont muté naturellement. Plein de façons différentes. Plein de façons différentes. Donc il y a plein de variétés qui sont nées de ces variétés, comme le Bourbon pointu à la Réunion, le Blue Mountain, etc., ou de leur croisement. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle les cultivars. Les cultivars, ce sont les variétés justement qu'on a créées par croisement ou qu'on a repéré par croisement naturel, mais en général entre le Robusta et l'Arabica ou l'Ibérica, des croisements interspécifiques. Donc les espèces, ça serait l'Arabica, le Robusta qui a un autre nom. Le Canephora. Le Canephora, et le troisième, c'est le Libérica. Libérica, mais il y en a 125 des espèces. Donc les cultivars, ils sont là. Ils ont été sélectionnés pourquoi? Pour produire, et en général pour répondre à des stress culturels, qui ont longtemps été le gel, et puis aujourd'hui qui sont certaines maladies comme la rouille. Et peut-être que demain, il faudra aussi s'adapter
comme tu en parlais un petit peu avant, au changement climatique, Ouais. c'est-à-dire au changement À la de la sécheresse. température, à la Tout à fait. sécheresse. Mais la rouille, elle est liée au changement climatique aussi, puisque c'est un champignon, vous voyez, et plus il fait chaud et humide, et plus ça explose. Ouais. Donc il y a ces cultivars qui sont là. Donc la deuxième Et catégorie. La deuxième catégorie. La troisième catégorie, ce seraient les variétés dites exotiques, qui sont des variétés pures, mais qu'on allait chercher un petit peu ailleurs ou qui sont apparues. Et là, je pense par exemple au geisha, je pense au Soudan roumain, etc., qui sont très peu productives, souvent assez fragiles, mais qui donnent une tasse absolument incroyable, hors de tout scope connu jusqu'à il y a peu de C'est temps. pour ça le geisha, c'est incroyable. La première fois qu'on en boit, on est toujours un petit peu surpris Exactement. du goût que ça peut avoir. Quoi. Voilà. Très Et fruité. donc quatrième variété, c'est des variétés là hybrides liées, faites en laboratoire, non reproductibles, donc infertiles. On parle aujourd'hui beaucoup de l'éthiosar, qui est en fait De l'éthiosar, ok. un autre nom qui s'appelle tout simplement H3 ou H1. Ok, je crois que j'ai jamais goûté ça. Voilà, et que nous on refuse de Parce que c'est de fait dans planter. des laboratoires ou c'est parce C'est que... c'est de la somatogénèse, même si c'est un ami qui l'a créé, avec qui D'accord. je parle beaucoup et qui a participé à mon livre. Mais c'est non reproductible, donc c'est fait pour une agriculture qui est très différente de celle que l'on va défendre tous les jours. On a des collègues en France qui la travaillent. Voilà. D'accord, ok, très bien. Et Donc nous, on a mixé. il y a un peu des 3 premières catégories. Il y a un peu des 3 premières catégories, enfin il n'y a pas un peu, il y a 12 variétés aujourd'hui, et il y a 3 étages, c'est-à-dire qu'il y a des cultivars résistants, brésiliens, qui nous intéressaient de planter, parce que les variétés brésiliennes, elles sont très douces, et les Français notamment adorent ce côté beurré, un peu comme un chardonnay du Sud, vous voyez. Ok, ouais. Beurré à souhait, mangue, etc., très facile, mais avec l'altitude, elles vont donner, et c'est ce qui se passe, elles donnent une complexité, une richesse aromatique, Ok. et puis ce qu'on appelle un aspect brightness, donc un aspect assez lumineux, Ok, une fraîcheur en bouche qui est intéressante. Après, on a un étage de variétés qui ont montré par ailleurs, comme le Castillo par exemple en Colombie ou le Paraíba en Honduras. Castillo et Panama, donc ça c'est des variétés, c'est un peu la deuxième catégorie, c'est les croisements, ça. Ouais, ça c'est les croisements, mais on va dire de nouvelles générations qui ont montré que la qualité en tasse était extraordinaire. D'accord, ok. Ouais. Et donc voilà, c'est des variétés qui ont pu gagner la Cup of Excellence plusieurs fois. Et c'est quoi la Cup of Excellence pour, La Cup of Excellence, c'est le grand concours dans les pays producteurs de qualité. D'accord. Et c'est un concours qui est plus ou moins, enfin, qui est assez intéressant. C'est-à-dire que rarement on goûte un mauvais café sélectionné par la Cup of Excellence. Vous voyez, c'est Ouais. vraiment un. Déjà, les cafés sont tous très bons. Voilà, ils sont tous très bons et c'est un concours qui est relativement sûr. En tout cas, cette boisson-là, la Ice Cascara, j'aime Ouais. beaucoup. Ouais, c'est Bon. très sympa, c'est très rafraîchissant. Ouais, c'est rafraîchissant. Et il y a de la caféine ou pas à l'intérieur? Toujours, dans tous les produits du café, il y a de la caféine. Très bien. Parce qu'après, il peut y avoir aussi les cafés décaféinés qui peuvent Oui, être produits. il y a la mode du low caf, Ouais, qui est embryonnaire aujourd'hui, qui me paraît très intéressante, que nous on avait essayé dans notre boutique de la rue Oberkampf en alternative pour l'après-midi. En disant, l'après-midi, venez donc au coffee shop, grosso modo, dans le salon de café, mais buvez quand même du café, mais soit des variétés très peu caféinées, soit des décafs qui sont aujourd'hui excellentissimes et faits sans intrants chimiques. ouais, ok. Donc nous, on a des décafs qui sont bio, et puis quelques variétés à faible caféine. Ok. Et pour faire le décaféiné, Ouais. c'est quoi un peu la méthode? C'est le Swiss Water Process, non? Alors il Quelque chose comme ça y a 3 méthodes, hein, Ouais. voire je vous dis 3, mais il y en a 4. La première, c'est la plus chimique, et c'est ce qui c'est fait avec un additif, un solvant en fait qui est interdit dans tous les aliments, sauf dans le café. Oui, donc c'est pas ouf. Voilà. C'est pas tout très ouf, même si voilà, les chimistes disent qu'il ne reste qu'à l'état de trace et encore, etc., etc. Puisqu'il est volatile et qu'après on brûle le café. Il y a au CO2, Mhm. il y a à l'eau, et alors là vous n'avez plus aucun arôme. Et puis effectivement il y a l'osmose inverse, comme fait le Swiss Water, et qui permet de conserver tous les arômes. D'accord, ok, Voilà. très bien. Et donc le décaféiné
de l'arbre à café. Ouais. C'est donc C'est soit du une succinct, variété très peu caféinée, soit c'est... Alors, du coup, la variété décaféinée, elle n'est pas décaféinée, puisqu'elle l'est peu. C'est notamment le Bourbon pointu, la variété Lorina. Et puis, pour ce qui est des décafs, effectivement, nous, on fait que du Swiss Water en bio. D'accord, ok, très bien. Moi, j'avais peut-être des questions un petit peu relatives à la façon dont les Français et les personnes consomment. Est-ce que tu as vu une évolution de la façon dont le café était consommé ces 20-30 dernières années ou pas? Est-ce que l'image du café a changé? Ce que l'on voit, c'est que si on prend sur le mass market, hein, pour moi, c'est assez intéressant, mais il y a une vraie... l'idée de l'arbre à café, hein, la mission, c'est de participer à changer le monde par le café. Changer le monde, c'est une belle ambition quand même. C'est une belle ambition. Très gros. C'est pour ça qu'on participe. Voilà, comme beaucoup de gens. Comme tout le monde. Voilà. Ouais. En tout cas, nous, on le fait consciemment et on se sent dans ce mouvement. Donc, c'est de participer à changer le monde. Comment? Par le café, qui est un produit repère du quotidien. La façon dont on le produit, dont on le sert, dont on le déguste, etc. Et ce que l'on voit, c'est qu'en France, il est donc repère, c'est-à-dire symptomatique d'une attitude des Français vis-à-vis d'eux-mêmes, et qui pose quelques problèmes. Mais il y a une vraie fêlure narcissique avec le café. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire une fêlure? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai une blessure narcissique. Ça veut dire que vraiment, il s'est passé quelque chose sur mon image, sur l'image que j'ai de moi-même. Okay. Les Français, ils boivent beaucoup de café. C'est l'un des premiers pays. Effectivement, ouais. Une dixième peut-être pays consommateurs. Partout, il y a des cafés. Partout, il y a des cafés. On a exporté le lieu partout dans le monde et le rituel du café également. Ouais. D'accord? Comme les Italiens. Rituels différents, cafés différents, etc. Mais avec cette même puissance, en tout cas. Et quand vous allez chez des gens, ils vous disent je t'offre un café, mais tu sais, il est pas bon. Enfin, c'est un café, oui, non, mais tu vois. Café noir. Voilà. C'est un petit café, quoi. Hein. Ouais, c'est bizarre quand même. Donc personne n'est fier de son café. Ouais. Et donc il y a 30 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde avait, et encore aujourd'hui 50% des ménages ont la machine filtre, goutte à goutte, qui pourrait être bonne parce que les nouvelles collections aujourd'hui donnent du très bon café comme ça. Les Français appellent le filtre le jus de chaussette, parce que c'est les Français qui ont inventé la chaussette, et les Allemands qui ont inventé le filtre papier. Okay. Et la chaussette servait à filtrer le café, à faire du café filtre, mais donc c'est pas bon, c'est du jus de chaussette. Donc c'est du jus de chaussette, mais un Français sur deux boit du café filtre. Vous voyez déjà. Bizarre, donc il est en train de se dire, c'est pas bon, machin, etc., etc. Et puis il y a les capsules qui sont arrivées et qui ont dit waouh, en fait, voilà, le café il peut être luxe, il peut être beau, il peut être cher, il peut être ceci, il peut être cela. Et donc ça a été une bonne nouvelle, dans le sens où on a remis un petit peu de fierté dans le café. Mais aujourd'hui, on va dire, non mais c'est un café, enfin bon, tu sais, c'est une capsule. C'est l'espresso, c'est SNC. Oui, mais c'est une capsule, hein, enfin voilà. Donc, et on est toujours dans ce dilemme. Et ce qui est apparu, évidemment, c'est tout le mouvement du café de qualité, du café de spécialité. Elle vient d'où Elle vient alors historiquement de la côte ouest des États-Unis, ensuite Australie, Océanie, et puis pays scandinaves, et puis Japon, etc. Mais ce qui est la troisième étape, quand je pense cafetière filtre, capsule. Aujourd'hui, c'est la machine à grains qui explose. Donc, on voit bien que... Pour moudre soi-même son grain, en fait. Voilà, pour pouvoir choisir, pour pouvoir tester différentes marques, différentes origines, etc. C'est le retour au produit et puis au fait maison. Je transforme immédiatement. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on redécouvre effectivement que le café, il pousse pas effectivement en capsule ou en sachet sous vide, mais bien en grains. Et après, il y aura une tendance aussi à sélectionner un pays, un terroir, plus une marque un peu plus précise de café. Oui, mais il va y avoir cette consommation duale, mais qui est en train de s'installer, et poussée évidemment par les jeunes qui sont plus tout à fait jeunes pour les premiers qui ont initié le mouvement, mais de dire, non, mais le café, mais comme la bière, comme le pain, comme tous ces produits dits populaires dans le sens anglo-saxon du terme, c'est-à-dire démocratique,
eh bien, en fait, il y a une telle pluralité, une telle diversité, et comme je le vois quotidiennement, bah, c'est peut-être ce produit-là auquel je vais consacrer le plus d'attention, parce que c'est celui qui me nourrit quotidiennement. Ouais. Voilà, le pain quotidien, ce serait dommage, en fait, de manger du bon pain que les jours de fête. Ouais, on voudrait manger du bon pain tous les jours, et donc on voudrait boire du bon café Tous les jours. Voilà. Ouais. Et quand on voit le switch de tarif, en fait, de prix, on se dit, effectivement, tout est possible. Voilà. Ouais. Parce qu'entre une bouteille de bon vin et de mauvais vin, il y a une différence abyssale en général. Ouais. Alors que dans le café, quand on prend le retour à la table, on en a pour, 30 centimes. Ouais. Et ça coûte 2-3 euros à Paris dans un café, quelque chose comme ça, et qui n'est pas forcément très très bon partout, quoi. Le prix final du café n'a jamais eu aucun lien avec le coût du café. De production. Jamais. Très bien. Voilà. Moi, j'avais lu quelque part Ouais. qu'il y a toute la nouvelle génération, c'est-à-dire les gens qui sont un peu plus jeunes que moi. Ouais. Donc là, j'ai 26 ans, ça serait entre 18 et 24 ans. Ouais. T'en as beaucoup qui ont découvert le café, Ouais. fait à la maison, donc Ouais. c'est la façon dont ils le découvrent, sur Ouais. les réseaux sociaux. Ouais. Ça peut être sur Instagram, sur TikTok. Ouais. Et que tu as toute une mode des gens qui vont faire connaître le café, fait à la maison, à travers Ouais. ces réseaux sociaux. Ouais. Je veux savoir un petit peu si tu regardes un petit peu ça, si tu essayes de communiquer sur les réseaux sociaux pour faire connaître le café de spécialité. Bah, nous, on est très attentifs et puis, tu vois, on prend la parole. On prend la parole, évidemment. Oui, c'est une super solution. Et puis, le café filtre ou l'aéropress, etc., qu'on vend beaucoup, c'est la façon la plus accessible, la plus économique de faire du café. Et c'est vrai qu'il y a un vrai plaisir. Moi, tous les matins, je fais le café filtre à la maison. Ouais, pareil. Ça prend 5 minutes. 5 minutes montre en main. Hein. Ouais, parce qu'il y a des gens qui disent ça j'ai peut pas le paraître temps. plus long que la capsule, Mais c'est plus long. pas C'est très plus long. long. Et c'est tellement beau de se réveiller en faisant un geste d'attention, en plus qu'on va partager, qu'on va offrir. C'est comme tartiner, vous voyez, une baguette ou du pain avec un super beurre et qu'on donne cette tartine. Voilà, ça fait partie des beaux gestes de partage, de soin de l'autre et de soi, parce qu'on se rend heureux comme ça, qui sont formidables. Et donc, oui, nous, on n'est pas sur TikTok. On a des projets sur le digital assez ambitieux. Ah, c'est quoi super. les projets? Est-ce que ça reste secret pour l'instant? Ça reste commence à secret parce que sortir c'est pas assez avancé et puis on n'a pas de date de sortie. Mais aujourd'hui, on va beaucoup parler, s'adresser justement à la clientèle par le livre qui vient de sortir. Je vais prendre le livre parce qu'il est ici, parce Ouais. que là je l'ai pas sorti et ça peut être pas mal. Donc voilà, le livre. Donc c'est Café, édition Hachette, la maison Hachette. Ouais. Donc ça c'est une réédition. Qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à la première version? Alors la première version, il y a toute l'histoire du café qui a quand même beaucoup bougé. Dans l'introduction, j'avais bien mis que à peine il serait imprimé, qu'il serait déjà Réédité. oui, enfin surtout qu'il y aura déjà des points qui mériteraient une mise à jour. Donc la mise à jour là, elle est faite. Mm-hmm. Achetez-le pendant 1 an et vous serez à jour. Voilà. Et puis dans 1 an et demi, etc., il faudra effectivement revoir des chapitres. Donc il y a des chapitres qui ont complètement été réécrits à l'aune des progrès phénoménaux qu'il y a eu. Donc je parlais du travail des baristas tout à l'heure, mais sur la préparation, on prépare plus le café aujourd'hui comme on le préparait il y a 7 ans. En tout cas, on a une connaissance physique et puis une diversité des outils, des accessoires, etc., qui a complètement changé. Là, j'ai essayé de rendre le plus accessible les méthodes et de dire effectivement, voilà, choisissez, dites-moi ce que vous aimez dans la vie, choisissez en fonction de votre préparation. Oui, il y a toute une partie avec toutes les méthodes d'extraction. Et voilà, avec les recettes, avec les tips, les astuces sur voilà, ce qu'il faut éviter et puis ce qu'on recommande de faire. Il y a la partie évidemment sur la fermentation. Ouais. La fermentation a explosé dans le monde du café et c'est le nouveau champ, la nouvelle frontière du café, on va dire. Donc selon toi, toutes les méthodes de fermentation un peu plus alternatives, un peu différentes, Ouais. c'est encore tout un champ à explorer et qu'on est qu'au début. Oui, Okay. on est qu'au début, ça c'est une évidence. Et on va vers le meilleur et le pire. Ah, le pire. et le meilleur. C'est-à-dire du café imbuvable ou c'est... C'est ce que, nous on a la chance de travailler avec que des pionniers.
Donc ça fait 10 ans qu'on teste des cafés, enfin qu'on a arrêté presque de tester des cafés qu'un inventeur avait appelé le bombing fruit. Bombing fruit, qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas. Donc c'est des fermentations en fait avec des fruits et où on veut donner au café absolument des fruits et une intensité aromatique extrêmement forte et beaucoup d'acidité. Donc en gros, c'est de rajouter un autre fruit, ça peut être de la banane, de la mangue. Beaucoup d'autres fruits, des épices, etc. Voilà. La fermentation, grosso modo, c'est quoi? C'est des micro-organismes qui décomposent de la matière organique, et notamment des sucres. Et du coup, dans le café, vous avez compris, il y a peu de pulpe. Ouais. Donc, contrairement au raisin où il y a beaucoup de pulpe et très peu de grains, là c'est le contraire. Et du coup, la fermentation est très rapide. Du coup, le développement des molécules ou des marqueurs aromatiques, il est très faible. Donc, si vous voulez développer plus d'arômes, vous allez rajouter effectivement du sucre. Et puis, tant qu'à faire, des matériaux sucrés et aromatiques. D'accord. Voilà. Okay. Donc ça a été les prémices. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde va pêcher dans le monde de l'œnologie, de la zytologie, etc. Et du coup, augmente aussi les connaissances techniques, mais en fonction des capacités de chaque pays. Vous voyez, nous faire de la cryofermentation au Pérou, c'est compliqué parce qu'acheter un congélateur, c'est compliqué, vous voyez. Oui, il y a un coût en électricité, ça peut être très consommateur. Il y a un coût en plein de choses, il n'y a pas les bonnes tensions, etc., etc. Donc, chacun commence à fermenter les choses, soit de façon, et nous c'est notre vision de la fermentation, soit en travaillant sur le contexte, sur le milieu, donc par des moyens comme la thermorégulation par exemple, comme ce qu'on appelle des drying rooms, donc des pièces de séchage. Pour sécher comme on veut. Comme ça on maîtrise le profil de séchage, plutôt que de mettre des levures exogènes, chimiques, des fruits, les faire vieillir dans des fûts de je ne sais pas quoi pour donner un apport de goût. D'accord, ok. Donc toi, tu n'es pas forcément favorable à ces méthodes de fermentation. C'est pas là-dessus que tu souhaites travailler pour la fermentation. Du tout. Nous, on vient du vin et on a vu ce que ça a donné dans le vin. Okay. Et on voit quels sont les vins qu'on connaît, qui sont réputés comme étant les meilleurs aujourd'hui et en tout cas qui nous apportent le plus d'émotions. C'est des vins avec des levures justement indigènes, dont le sol est extrêmement travaillé et la fermentation est extrêmement travaillée dans le contexte et dans le soin qu'on fait à l'accompagner. D'accord, ok. Voilà. Moi, il y a, j'aime beaucoup les bières. Oui. Et dans les bières, il y a toute la catégorie des sour beers, qui seraient des bières dont on va rajouter des fruits durant la fermentation, si je dis pas de bêtises. Et donc, ça va donner des goûts très fruités, très menthe, il y a plein de goûts possibles. Et donc, est-ce que, je sais pas si tu es fan de bière ou est-ce que tu bois ce genre de bière? Parce que moi, je les trouve très bonnes. Et du coup, je me dis, peut-être que après, chaque produit a ses spécificités. Et c'est pour ça que je disais, pour le pire et pour le meilleur. Le meilleur, c'est que il y a certains cultivars brésiliens, certains terroirs, et sur les cafés moyens, eh bien, ces nouvelles fermentations, elles vont pouvoir avoir un intérêt assez génial. Oui, leur donner une chance. Elles vont leur donner une chance, elles vont hausser certains marqueurs de saveur, une acidité, de la douceur, du soyeux, vous voyez, des choses certaines aromatiques qui font qu'ils vont être quand même beaucoup plus plaisants qu'ils n'étaient avant. Puis en faisant tout ça, vous travaillez une meilleure matière première aussi. Sur les bières, on est à base d'orge et de houblon. Et c'est vrai que là-dessus, on a des profils aromatiques qui sont quand même beaucoup plus étroits. Et donc, on peut jouer sur les temps, sur les températures, etc. etc. Il y a un intérêt à travailler sur différentes céréales. Voilà, mais au-delà de ça, il faut commencer à inventer des choses. Nous, on préfère faire des assemblages, donc des créations d'assemblages de café a posteriori. C'est pour ça qu'on travaille avec beaucoup d'artisans de bouche. Qui vont rajouter par exemple de la fève tonka dans nos cafés. C'est absolument super. La fève tonka, c'est phénolique. Pour nous, c'est un défaut majeur du café. Donc, si c'est fait par un pâtissier qui va le mélanger, je sais pas quoi, avec de la vanille, etc., et faire sa création, c'est génial. Donc ça, c'était Pierre Hermé, c'est ça? Tu faisais référence? Non, c'était un autre pâtissier. Mais c'est leur travail. Nous, on fournit une matière première. Et puis pour nos clients amateurs de café, on fait aussi des assemblages, des créations qui nous semblent, qui sont en général justement des mix de fermentation pour montrer différents profils ou construire
un café qui va offrir absolument des choses merveilleuses en bouche. Ok. Voilà. Et est-ce que c'est quoi un peu un café que tu aurais bu cette année ou l'année dernière qui t'a vraiment impressionné? Est-ce qu'on a un en tête ou pas? On a un café là chez nous qui est au cœur de la forêt. Au cœur de la forêt, c'est ça. Et c'est un assemblage de 3 variétés, enfin de la même variété, venue de 3 fermes différentes, avec 3 techniques. Donc c'est la photo d'un terroir. C'est notre interprétation d'un terroir et d'une variété. Celui de Boquete au Panama, donc sur le volcan Barú, qui est l'un des plus beaux terroirs au monde. Et avec un Catuai. Donc c'est 3 Catuai qui viennent de 3 fermes différentes et qui sont effectivement fermentés de 3 façons différentes. Et du coup, nous on n'osait pas trop toucher au café justement de nos producteurs. Et puis c'est en allant là-bas qu'ils m'ont dit, mais tu sais en fait, pourquoi est-ce que tu créerais pas un café à toi qui est ta vision justement du Panama? D'accord. Et je dis, mais je vais pas travailler sur la fermentation, puisqu'on le fait déjà. Puisque nous, on demande des fermentations particulières, précises. Et il dit, non, mais regarde, tu connais tous les producteurs, ou presque, vas-y. Okay. Et du coup, on a créé ça, et on a goûté, on a dit, waouh. Trop bien. Donc, c'est un peu, pour nous, une nouvelle étape. Et donc, ça serait plus sur l'assemblage de café c'est quoi? C'est créer des cafés, effectivement, comme on crée justement comme un maître de chez crée des vins. Donc, une question c'était, est-ce que, donc il y a un café qui t'a impressionné, est-ce qu'il y a quelque chose qui serait pas du café, donc une découverte gustative, un plat, quelque chose qui t'a impressionné cette dernière année? Alors moi, je suis très facilement impressionné parce que je suis très ouvert gustativement. Voilà, ce que j'aime, c'est aller chercher ceci. Il y a un restaurant qui m'a beaucoup impressionné, c'est le Taïwan, qui est une grande institution française. Taïwan, c'est thaïlandais, non? C'est pas du tout. Non, le Taïwan, non, au contraire, c'est très français, des boiseries, etc. Et il y a un chef italien qui est là-bas, Giuliano Sperandio, et qui fait des choses incroyables. Très bien, très bien. D'accord. Donc ça m'a... Ça t'a bluffé? Ça m'a assez bluffé, ouais. Ok, bah je note, il faudrait que j'y aille. Deuxième question, c'était... donc, de ce que j'ai compris, on peut retrouver du café, de l'arbre à café à Arcos. Ouais. Est-ce que tu fais de l'escalade? Alors, je fais plus d'escalade, j'en ai fait un petit peu. Ce qui nous a beaucoup plu avec Arcos, c'est l'aspect justement de démocratisation, comme le café, mais avec une grande qualité. Et nous, on fait souvent des journées d'équipe là-bas, et on a toujours des super, comment on pourrait dire, moniteurs, coach, ou je sais pas, bref, comment ils les appellent, instructeurs, mais qui sont géniaux parce que d'une compétence extrême et d'une facilitation extrême aussi. Donc c'est à chaque fois un très grand plaisir. Ouais. Et puis Arcos, ils sont du début à la fin dans cette ligne justement écotable, naturalité, produits vrais, etc. Ouais. Donc, moi j'ai découvert Arcos il y a quoi, à peu près 5-6 ans, et j'ai eu pas mal de gens, pas mal d'amis qui sont allés à Arcos. Moi j'y suis allé aussi beaucoup. Ouais. Mais je suis pas un grand fan d'escalade, mais j'ai l'impression que ça se popularise, ça se démocratise. Ouais, ça marche très bien. Ça marche très très bien. Ouais, tout à fait. J'ai une troisième question, c'était question un peu plus difficile peut-être, c'est est-ce que tu as un avis dans le monde du café de spécialité que tu as, qui est très différent de la moyenne de l'industrie, c'est vraiment un avis très propre à toi, très différent des autres? Ah bah oui, à l'arbre à café depuis le début, on considère le café comme un produit agricole. Alors que par toute l'industrie du café de spécialité, il est pris plutôt comme un lifestyle et comme un moment, comme un produit fini. Grosso modo, la révolution, elle s'est faite par le coffee shop, avec des gens comme Starbucks, etc. Ouais. Avec le barista et tout ce qui va autour, tout ce qu'il est. Donc la révolution des machines, la révolution des accessoires, la révolution des compétences du barista. Et puis ensuite, on est en train de descendre, enfin on est descendu à l'étage de la torréfaction, avec pareil cette révolution dont on est les premiers bénéficiaires. On a l'Oring qui est la machine super, on a plein d'outils, etc. fantastiques. Et puis maintenant, on est à l'étage de la fermentation,
donc de la post-récolte. Voilà. Et nous, on a pris en fait cette chaîne par ailleurs. Donc c'est souvent voilà, pas forcément bien compris de la part des gens du café, parce qu'effectivement, on n'a pas de coffee shop en lui-même. On est plus focus sur le produit café que sur effectivement la préparation, l'extraction, le service, etc., etc. D'accord, ok. C'est pas du tout une façon pour nous de dire que c'est inintéressant. Au contraire, c'est hyper valorisant, mais c'est un peu chacun son métier. Ouais, c'est chacun se place un peu différemment Voilà. sur. Et qu'on pense qu'effectivement que tout commence par la base et par l'agriculture, tout simplement. Voilà. Mais preuve que on est très intéressé par tout ça et qu'on pense que le barista est fondamental, c'est qu'on a ouvert une école justement où on apprend à faire du café. Quelles sont les différentes formations que vous avez à l'Arbre à Café? Alors, on a des formations pour les particuliers, justement dans cette volonté de démocratiser, d'ouvrir à la joie du café, le café à la maison, etc., qui est absolument super, tous les samedis, avec une formation sur découverte du café, qui ressemble un peu à un atelier d'œnologie. Comment faire son espresso, avec la promesse, vous ne ferez plus jamais l'espresso pareil, comme avant. Les techniques d'extraction douce, et puis ensuite le latte art, qui plaît beaucoup évidemment à tout le monde. Ça marche bien, ça, sur les réseaux sociaux. Ça marche super bien, voilà. Mais voilà, donc le latte art, pour nous, ça doit être une entrée, justement, ultra visuelle, ultra ludique dans le monde du café. Si on s'arrête au lait, il va manquer quelque chose. Très bien. Super intéressant. Alors, il y avait une autre question, c'est... Ah, voilà. Si tu devais décrire le café en 3 mots, ça serait quoi? Juste 3 mots, pas... bonheur, partage, goût. Très bien. Très bien. Et peut-être une dernière question, c'est donc le podcast s'appelle Bon Vivant. C'est quoi pour toi un bon vivant? Un bon vivant, là je vais reprendre un petit peu les mots de Pierre Hermé et de tous mes amis dégustateurs. Un bon vivant, c'est quelqu'un qui prend un extrême plaisir à toujours découvrir des produits par le goût, par les sens et par la compagnie. Très bien. Merci beaucoup Hippolyte. Merci. C'est un grand plaisir de t'avoir eu. Super. Longue vie à Bon Vivant alors.